La violence, quelle qu'elle soit, et d'où qu'elle vienne, elle est toujours condamnable. Et on la condamne de la manière la plus ferme. La condamner avec détermination aussi, pour s'insurger contre ces actes qui, en réalité, découlent d'une escalade provoquée par le pouvoir. Avant même la campagne, on a vu des ministres de la République, on a vu des hautes personnalités de l'État, vice-président de l'Assemblée nationale, brandir des gourdins, s'enorgueillir d'avoir recruté des milices pour la campagne. Est-ce que les forces de l'ordre se sont autosaisies? Est-ce que le procureur s'est autosaisi? Qu'est-ce qui a été fait par les autorités sénégalaises pour maintenir l'état de droit? Faire en sorte que chaque candidat, chaque coalition soit suffisamment assuré de sa sécurité pour qu'il n'ait pas recours à des milices privées qui, en réalité, va se retrouver dans des vindictes populaires comme ce qu'on a constaté. Donc, le premier responsable de cette violence, c'est l'État du Sénégal. C'est le gouvernement de Macky Sall qui n'a pas su mettre tous les candidats dans des conditions de sécurité requises pour qu'il n'ait pas recours à des milices. Donc, nous inclinons devant les morts à Tambacounda, devant les familles éplorées, nous présentons nos condoléances et appelons les Sénégalais à la sérénité. Parce que sans la sérénité, il ne peut pas y avoir d'élections apaisées. Et au bout du compte, s'il y a des échauffourées, comme nous l'avons constaté pendant les élections législatives à Touba, ce n'est que bénéfique souvent pour le parti au pouvoir qui peut surfer, qui peut utiliser l'abstention et le faible taux de participation et se faire élire par défaut, ce qui est fort probable. Donc, nous appelons encore tous les partis à la sérénité, à plus de calme. Et aussi, exigeons de l'État du Sénégal qu'il rétablisse l'état de droit. Ce n'est pas normal d'avoir des milices chez Sonko, ce n'est pas normal d'avoir des milices chez Idriss Seck, ce n'est pas normal d'avoir des marrons bleus, donc des milices chez le parti au pouvoir. Il faut que l'état de droit s'applique et que l'ordre soit rétabli. Dans cet épisode, c'est l'État qui a failli. Dans cet épisode, c'est Kumba Amundei qui nous a amenés à ce stade-là. Ceux qui sont au pouvoir, non seulement ils ont les forces de l'ordre, mais ils ont des marrons bleus, des marrons du feu, je ne sais pas comment on les appelle encore, ils ont leurs milices, que personne n'inquiète. On a vu même des armes à feu brandies par des marrons du feu, des images qui circulent sur les réseaux. Est-ce que l'État s'est autosaisi? Il ne s'est rien passé. Dans ce qui se passe là en ce moment à Tamba avec PUR et Benno Bokk Yakaar, on a constaté que ce n'est que les gars du PUR qui sont inquiétés. Et quand il y a affrontement, c'est dans les deux bords qu'il faut chercher. Donc cette justice sélective aussi ne peut qu'entraîner encore une fois de plus l'escalade d'une autre violence. Par elle, nous l'avons fait avec beaucoup de... Aujourd'hui, ça continue. Par elle n'est pas bouclé parce que nous continuons à travers des capsules, sur les réseaux, comme aussi sur le terrain, à pousser pour que les gens retirent leur carte d'électeur et leur carte d'identité. C'est extrêmement important. Donc nous sommes très satisfaits du taux de retrait des cartes, mais avec la modification de la carte électorale et que 54 000 électeurs sont aujourd'hui concernés par ce changement de bureau de vote, et donc de fait, il faut qu'ils remettent leur ancienne carte d'identité et carte d'électeur pour avoir de nouvelles cartes. Ils sont concernés et nous continuons à lancer un appel et exigeons de l'État aussi qu'il fasse la communication nécessaire pour que chaque Sénégalais concerné puisse être informé avant le jour du vote. Parce que ça aussi, c'est une manière de dissuader les Sénégalais d'aller s'exprimer librement. Wallu Askan Wi est en bonne préparation. Nous avons bouclé la phase de contact avec les différents candidats. Comme nous l'avons dit, les 4 candidats de l'opposition ont déjà confirmé leur participation. Il reste le candidat au pouvoir. Nous ne nous décourageons pas, nous continuons à le contacter. Il doit y avoir beaucoup de création parce que c'est aussi, en dehors d'être une journée citoyenne dans la campagne, en dehors d'être une journée d'interaction et d'échange entre les électeurs et les candidats, justement pour permettre l'expression des arguments, pour faire en sorte que le Sénégal et les Sénégalais soient prioritaires, pour qu'on mette de côté l'expression des muscles, donc la violence, et qu'on débatte sur la base des idées et des projets et des visions. En dehors d'être tout ça, c'est aussi
une manière très artistique et très originale. C'est une création en cours pour que ce soit vraiment dans le meilleur des formes. Y'en a marre ne peut pas participer à une stratégie de boycott parce que ce serait défaillir à nos principes. N'oublions pas qu'en 2012, quand une partie du M23 a décidé à la veille des élections de boycotter la présidentielle, nous avions refusé en disant qu'on ne boycotte pas. Et heureusement d'ailleurs. Lors du référendum de 2014 également, nous avons estimé, 2015 plutôt, 2014, je ne sais plus, nous avons estimé pendant le référendum qu'il fallait aussi aller voter là où certains partis disaient qu'il fallait boycotter. On a voté non, heureusement d'ailleurs, parce que pour la première fois, le non a obtenu un taux historique. Pour la première fois, un président de la République africain a appelé à un référendum et n'a pas eu de plébiscite. Pour nous, c'était extrêmement important. Aujourd'hui encore que la question se pose, d'où qu'elle vienne, venant de Wade ou d'une autre personne, Y'en a marre ne déroge pas à ces principes, ne boycotte pas. Au contraire, nous appelons Abdoulaye Wade à revoir sa position. Et je suis d'avis que sa position va évoluer. Je suis d'avis que sa position va évoluer, que finalement, il appellera les Sénégalais à aller voter pour un ou un autre candidat. C'est à lui de voir. Maintenant, ce qu'il faut analyser dans cet appel de Wade et dans son retour, l'analyse que j'en fais, c'est que c'est un échec d'abord du parti au pouvoir. C'est l'échec de Macky Sall, qui a été élu avec 65% des Sénégalais, des suffrages exprimés en tout cas, qui a été élu dans un contexte où beaucoup de ruptures étaient attendues, à un moment où les Sénégalais ont voulu tourner la page d'Abdoulaye Wade. Qu'il revienne encore et être aussi important dans le dispositif, c'est d'abord l'échec du candidat qui a été élu, Macky Sall. Un. Deuxièmement, c'est l'échec aussi de la transmission au sein des partis politiques. Aujourd'hui, à plus de 90 ans révolus, Abdoulaye Wade revient où sont ses lieutenants. Le PDS n'a pas su mettre à la relève une personne à la hauteur pour diriger le combat qu'Abdoulaye Wade dirige aujourd'hui. L'échec de la transmission en deux. Et en troisième lieu, c'est regrettable, et je trouve ça de la part de Karim Wade un peu indigne. Pourquoi? Parce qu'un père qui se bat et qui s'est battu pour sa démocratie et toute sa vie durant, pour notre démocratie d'abord. Ensuite, il a voulu propulser son fils. Mais où est le fils? Où est le fils? Moi, j'analyserais autrement cet appel d'Abdoulaye Wade. Si c'était Karim Wade qui était venu ici sur le terrain pour se battre avec nous et nous demander de boycotter et d'aller descendre sur le terrain, je l'apprécierais d'une autre manière que Abdoulaye Wade qui vient vieux, fatigué, là où il doit aller se reposer, il laisse son fils à l'étranger et il nous appelle au combat. Si c'était Karim Wade qui avait fait cet appel, ce serait autre chose. Donc je pense que ça aussi c'est l'échec de Karim Wade et je pense qu'il est temps aussi qu'il vienne mener la part du combat par lui-même et quoi que ça lui coûte, il doit venir le faire. Nous avons analysé les différents programmes, les différents déroulés et comment ça se passe. On voit que c'est nettement très intéressant. Le candidat au pouvoir a voulu faire une campagne sur la base du bilan. Ça, c'est vraiment l'analyse politique qui parle. J'aurais été à leur place, je ne le ferais pas parce qu'Abdou Diouf est parti en défendant un bon bilan. Abdoulaye Wade est parti en défendant un bon bilan. D'ailleurs, il disait à l'époque, que Macky Sall revienne en nous parlant de bilan. Je pensais qu'il devait parler autre chose. En tout cas, il parle de son bilan et de poursuivre le bilan qu'il est en train de faire. D'autre part, nous avons vu quelqu'un comme Sonko, qui est beaucoup plus jeune, qui rafraîchit un peu l'espace, qui présente un profil intéressant du point de vue de sa jeunesse et de la fraîcheur de ses idées. Et voilà, c'est assez intéressant, mais il faut voir comment cet élan de sympathie va se traduire en résultat électoral pour vraiment apprécier. Nous avons deux autres candidats, le PUR qui s'inscrit dans cette même logique du candidat de la coalition Sonko 2019, en ce sens où il y a un discours nouveau, mais beaucoup plus moral et beaucoup fondé sur la foi, très intéressant, avec un homme très technique, un discours, une critique à la fois technique et en même temps avec de fortes propositions, même si c'est basé sur une morale intéressante aussi, que nous remarquons aussi chez le candidat PUR, mais qui permet, Sonko comme PUR, professeur Issa Sall, d'amener de nouveaux électeurs dans le corps électoral. Donc c'est assez intéressant. C'est pourquoi ces élections sont ouvertes, parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler. Parce qu'il y a des acteurs nouveaux et on ne sait pas vraiment comment ils vont
comment ils vont reconfigurer l'espace politique sénégalais. Après, il y a Madické Niang, comme Idriss Seck, qui sont tous issus de la famille libérale, comme Macky Sall. En ce sens, c'est Abdoulaye Wade qui est victorieux, parce que lui, il a 3 de sa famille politique qui sont représentés, là où le PS classique n'a pas de représentant, et ce qui est dommage parce qu'ils ont empêché Khalifa Sall de se présenter. Donc Madické, qui est ici là, qui certainement, comme il l'a dit lui-même, il ne veut pas trahir le serment mouride parce qu'il ne veut pas soutenir Macky Sall. Donc voilà, c'est intéressant et qui se déplace sur le terrain. On verra au bout du compte. Moi, je pense que c'est des élections qui restent très ouvertes. On a passé une première semaine, malheureusement, qui a fini par une violence qu'il faut regretter et qu'il faut vite corriger. Et on verra comment les candidats vont se déployer dans les 2 semaines qui suivent. On attend de voir aussi, parce que jusque-là, on ne sent pas Dakar en ébullition, parce que les candidats sont à l'intérieur du pays. Ils vont tous revenir et on aura une meilleure appréciation de ces déploiements, parce que jusque-là, on ne voit qu'une partie de la réalité rapportée par les médias, qui n'est pas du tout la réalité des élections. Le bonnet, c'est juste c'est pour rendre hommage. De la même manière que l'autre bonnet qu'on mettait, le bonnet, c'était un hommage à Amical Cabral, mais aussi à ces Bawol qui sont une partie importante de l'économie sénégalaise qui ne sont pas pris en compte, les Bana, je veux dire. Ce bonnet-là, c'est vraiment un hommage que je rends à une personne extrêmement importante qui a beaucoup marqué dans ma vie et qui nous a quittés il y a quelque temps, maintenant, que les Sénégalais ne connaissent pas suffisamment et qui pourtant est un érudit qui a beaucoup contribué à faire reculer l'obscurantisme parce que c'était un homme de sagesse. C'est vraiment rendre hommage à cette sagesse-là qui est le Barham Diop, qui n'est pas très connu des Sénégalais, mais il y a beaucoup aussi qui le connaissent. C'est un hommage à Barham Diop qui est pour moi le symbole de la sagesse et du calme et de l'apaisement. Et par ces temps qui courent, ce pays a besoin de sagesse, ce pays a besoin de calme, ce pays a besoin de sérénité et Barham Diop représentait tout cela. Et d'ailleurs, je dois encore en profiter pour appeler les Sénégalais à la sérénité et à aller voter massivement. Quoi qu'il advienne, qu'il pleuve et qu'il neige, qu'ils aillent voter.